Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés actions qui consolident après un violent rebond sur les 2-3 dernières séances. Le CAC 40, les indices en Europe et aux États-Unis ont repris 4, 5, 6% en 3 séances. Un mouvement violent qui est un mouvement technique, il faut quand même le dire. Entre les mouvements de fin de trimestre et de début de trimestre, on peut avoir effectivement des effets de rebalancement importants dans des marchés qui avaient atteint de nouveaux points bas à la fin du troisième trimestre, à la fin du mois de septembre, il y a quelques jours à peine. Rebond technique, effectivement, qui est alimenté par une nouvelle conversation dans les marchés depuis quelques jours. Est-ce que l'augmentation des risques pour la stabilité financière va faire dévier les banques centrales de leur objectif de ramener l'inflation à 2%. Bon, une conversation qui débute aujourd'hui seulement. Effectivement, le raisonnement peut paraître peut-être un peu hâtif quand on voit encore les niveaux d'inflation en zone euro ou aux États-Unis par exemple. Mais c'est vrai que le marché s'est appuyé hier par exemple sur la décision de la Banque d'Australie qui, plutôt que de monter ses taux de 50 points de base comme prévu, a préféré revenir à un rythme plus graduel de 25 points de base. Bon, l'exemple australien est contrebalancé par l'exemple néo-zélandais ce matin, puisque la Banque de Nouvelle-Zélande a bien monté ses taux de 50 points de base. Elle n'a pas craqué et a confirmé effectivement qu'elle restait pour l'instant calée sur cette taille et cette ampleur de rythme de hausse de taux. Voilà donc pour la situation de marché. Petite consolidation des marchés actions en Europe. Une décision importante de l'OPEP+ à suivre cet après-midi avec l'idée d'une réduction importante, peut-être entre 1 et 2 millions de barils par jour pour les quotas de production que se fixe l'organisation et ses alliés, avec aux commandes bien sûr l'Arabie Saoudite pour l'OPEP et la Russie pour les alliés du cartel pétrolier. Décision donc à suivre dans l'après-midi. Et puis nous évoquerons spécifiquement le cas du marché action américain à quelques jours maintenant du début de la publication des résultats d'entreprise. Quelle évaluation faire de la valorisation du marché américain aujourd'hui, des attentes et des perspectives en termes de résultats et quelle stratégie mener sur les actions américaines. Nous en parlerons avec Julie Jourdan, gérante actions américaines chez Amplégest. Stratégie action américaine, c'est donc le thème du jour avec à mes côtés en plateau Julie Jourdan, gérante action américaine chez Amplégest. Bonjour et bienvenue Julie. Bonjour Grégoire. Ravi de vous retrouver, effectivement, on entre dans la période des publications de résultats trimestriels. Parlons peut-être de la manière dont les investisseurs attendent ces résultats du troisième trimestre. On peut parler des perspectives bénéficiaires, on peut dire un mot peut-être aussi de la valorisation du marché américain. On a beaucoup commenté à cette antenne le fait que les actions européennes étaient revenues sur des niveaux de valorisation très déprimés, autour de 10 fois le PE forward pour le stock 600. On paye 10 fois, à peine 10 fois les bénéfices des 12 prochains mois sur le marché européen aujourd'hui. On n'en est pas là du tout aux États-Unis, Julie. Non, on n'en est pas là. On est effectivement revenu aussi de manière assez significative, puisque en début d'année, le marché se payait 21 fois. Aujourd'hui, on est autour de 16 fois. Donc, c'est un niveau qui est en dessous des moyennes sur 5 ans et sur 10 ans. Avec effectivement, ce qui est à noter, ce qui est intéressant, c'est que quand même, on a eu des révisions de profit qui ont été assez significatives pour les publications de ce trimestre et de la fin de l'année. Donc ça, c'est quelque chose qui est important puisqu'il y a une accélération des révisions qui s'est opérée en fait ces dernières semaines. Puisque pour prendre l'exemple de ce trimestre qui va commencer, eh bien, on attend désormais des publications de résultats en hausse de 2,9%. C'est une révision en baisse de 6,5%. Donc c'est très significatif. C'est assez atypique. On n'a pas ça extrêmement souvent. Effectivement, on a eu ça évidemment en 2020 dans des proportions qui étaient largement supérieures liées à la pandémie. Mais c'est vrai que quand on regarde par rapport à l'histoire, globalement, c'est des niveaux de révision qui sont assez importants. Est-ce que ça sera suffisant ? Il faudra voir. Et puis, il faut voir à l'intérieur de ces révisions comment ça se répartit d'un point de vue sectoriel. Et là,
effectivement, on a des divergences assez significatives. Qu'est-ce qui a été le plus révisé à la baisse, en l'occurrence Alors, à la baisse, on va retrouver des secteurs qui vont souffrir soit de la baisse des prix, par exemple les matériaux, qui sont le secteur qui a été le plus fortement révisé à la baisse. On va retrouver également tout le secteur des communication services, où là, effectivement, les craintes sur à la fois le marché publicitaire C'est par exemple Facebook et Snap, pour dire les choses. C'est essentiellement Facebook et Snap qui donnent le là, en tout cas, dans le secteur des services de communication. Tout à fait. Et de l'autre côté, on va retrouver des révisions positives, toujours dans le secteur de l'énergie. Et le secteur de l'énergie, il faut savoir que ça va rester le principal contributeur à la profitabilité ce trimestre encore, puisqu'on attend 110% de hausse des profits. Ça veut dire que sans le secteur de l'énergie, les résultats vont être à zéro. Vont peut-être en dessous, comme au dernier trimestre. Au dernier trimestre, c'est ce qu'on avait eu. On avait eu des profits qui montaient de l'ordre de 7%, mais hors énergie, on était dans le négatif. Donc il faut bien avoir en tête qu'on a des divergences de parcours extrêmement importantes. Et donc cette valorisation des marchés, on va surtout écouter les messages des entreprises, puisque, effectivement, comme vous le disiez, les facteurs de risque évoluent assez rapidement. Quand on parle de grandes entreprises globalisées, les messages de FedEx ou de Nike ne sont pas passés inaperçus, Julie, effectivement. Donc des warnings. J'ai encore en tête le message du patron de FedEx qui, franchement, c'était il y a quelques semaines, n'y allait pas de main morte. Tout ce qui remonte du terrain depuis quelques semaines, donc c'était courant septembre, c'est mauvais. Il n'y a rien qui va nulle part. Nike évoquait notamment la force du dollar également comme un vent contraire aujourd'hui pour ses ventes à l'international, avec des effets de stock, là aussi, qu'on retrouve, mais on a eu déjà des messages de Walmart ou de Target, de grandes enseignes de retail américains, sur la question de la gestion des stocks. Qu'est-ce qu'on retient des messages envoyés par FedEx et Nike? Est-ce que c'est des situations spécifiques à ces entreprises, ou est-ce qu'il y a une lecture globale à retirer des messages qui ont été envoyés? Alors Nike, c'est un exemple qui est vraiment très emblématique des niveaux de risque, en fait, dans le marché, puisque Nike, c'est une entreprise qui est extrêmement bien gérée, qui est considérée comme une entreprise agile, avec un management de grande qualité, et qui effectivement a publié des résultats qui ont montré des fragilités au niveau des marges, de la gestion des stocks, toujours une situation en Chine qui reste compliquée. Donc c'est vraiment une entreprise qui est très emblématique de tous ces risques. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir? Qui capte tous les risques de la planète, quoi. Qui capte en tout cas beaucoup des risques de la planète. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? On peut retenir qu'en Chine, ça s'est stabilisé, mais que ça reste un peu compliqué. Donc effectivement, les confinements qui ont encore eu lieu sur le mois d'août jusqu'à début septembre ont encore des impacts et viennent encore, on va dire, freiner la consommation des ménages. Donc ça, c'est un premier risque, avec potentiellement d'autres acteurs qui captent des parts de marché en Chine. Donc, un premier élément. Deuxième élément, les stocks. On parle de 44% de hausse et 65% aux États-Unis. Donc, on parle de hausse spectaculaire qui reflète deux choses. Et c'est ça qui est très intéressant. La première chose, c'est que ça reflète tous les retards de livraison qu'on a pu avoir sur les 2 derniers trimestres. Donc, on va avoir à la fois les retards des 2 premiers trimestres et on va avoir cartons de chaussures qui rentrent dans les entrepôts en même temps. Et c'est ça. Des nouvelles commandes pour la fin de l'année. Donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit on continue de payer, et ils payent au prix fort la logistique, et ça vient pénaliser leur marge. Donc, ce qui s'est passé sur la première partie de l'année. Et en même temps, on voit bien qu'il y a une nette amélioration maintenant dans les approvisionnements, puisqu'ils ont leurs commandes en avance. C'est beaucoup plus fluide. Donc, effectivement, ça nous dit, effectivement, les problèmes d'approvisionnement risquent encore d'être un peu pénalisants, mais on est en train plutôt d'en sortir, et les prix du fret le reflètent bien, puisqu'on a vu que les prix du fret sont en baisse de plus de 70% en year-to-date. Donc, c'est vrai que ça, c'est un élément positif qu'on peut ressortir de cette publication, même si c'est ce que nous dit FedEx. C'est on a quand même une dégradation de la demande du consommateur. Et ça, c'est un sujet qui est important, qui est de dire finalement, ce consommateur, en début d'année, on a vu qu'il normalisait sa consommation, il passait d'un achat de biens extrêmement fort à plus de services. Milieu de l'été, on voit qu'il commence à faire ce qu'on appelle dans le jargon du trade down, c'est-à-dire à finalement réduire ses achats en termes de prix. Est-ce que maintenant qu'on arrive dans la période la plus importante de l'année, est-ce que ce sont des choses qui vont
continuer à se concrétiser et à s'amplifier. Et ça, c'est un peu les messages qu'on attend de voir au moment des publications de résultats sur la partie consommation, on va dire. Le marché a révisé les attentes du troisième trimestre. Est-ce qu'il a déjà commencé à réviser les attentes des trimestres suivants ? Quatrième trimestre, qui est un trimestre important pour la consommation, mais déjà aussi les ambitions qu'on peut avoir pour 2023. Est-ce qu'on est déjà là aussi dans des phénomènes de révision, Julie ? Alors, sur le quatrième trimestre, on a vu effectivement déjà un certain nombre de révisions baissières. Pour l'année prochaine, on attend toujours une croissance des profits de l'ordre de 8,5%. Donc ça, c'est quelque chose qui reste élevé. C'est un chiffre qui peut être fragile. C'est un chiffre qui peut être fragile, et je pense qu'il y a effectivement, outre la consommation des ménages dont on vient de parler avec l'exemple de Nike, on voit bien que les préoccupations des chefs d'entreprise sont en train d'être de plus en plus tournées vers la possibilité, ou en tout cas l'évocation d'une récession, qui n'était quasiment pas évoquée au premier trimestre. On l'a vu dans les dernières publications. Les CEO commencent à évoquer ce sujet comme une crainte de leur part, ce qui ne s'est pas traduit du tout par des baisses de commandes, par une baisse de la demande. Donc, les publications vont permettre d'avoir un peu plus de visibilité et pourront effectivement, selon la vigueur de la demande, puisqu'aujourd'hui, nous n'avons pas de signaux de dégradation forts là-dessus, éventuellement d'avoir des révisions. Mais voilà, aujourd'hui, on a des préoccupations qui évoluent. On a effectivement le dollar qui est un sujet de fragilité pour les estimations. Après, on sait que les entreprises américaines sont très agiles, qu'elles s'adaptent assez vite. Donc voilà, ça sera des choses qu'il faudra surveiller. On y va pas à pas, trimestre à trimestre. Et c'est vrai que pour l'instant, l'attention est focalisée sur ces résultats du troisième trimestre et les messages qui seront envoyés par les entreprises. Dans ce contexte de marché chahuté, évidemment, Julie, quelles sont les grandes lignes d'une stratégie d'investissement, de votre stratégie d'investissement pour le marché américain spécifiquement aujourd'hui ? Alors, je crois que la stratégie d'investissement, c'est quelque chose qui doit être considéré vraiment donc, dans la durée. C'est un cap, et donc ça nécessite en fait d'être à la fois très clair et à la fois très rigoureux. Et donc, nous, chez Ample-Gest, on a une stratégie qui est véritablement sur le pricing power. Alors, le pricing power, tout le monde en a parlé récemment, et effectivement, nous, chez Ample-Gest, ça fait depuis 2014. C'est un ADN qui a au moins 10 ans. C'est un ADN qui est effectivement extrêmement, qui remonte à plusieurs années. Donc, on n'a pas commencé avec l'inflation, en fait. C'est quelque chose qui date de bien avant. Et ce qui nous intéresse, c'est d'identifier les sociétés qui ont un pricing power structurel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour nous, ça veut dire qu'il faut pouvoir objectiver ce pricing power au regard d'un certain nombre d'éléments. C'est le positionnement de la société, les barrières à l'entrée, son évolution en termes de part de marché, tous les éléments qui rendent une société incontournable et qui lui permettent d'asseoir, d'augmenter ses parts de marché et d'avoir des niveaux de croissance qui sont tout à fait satisfaisants, finalement, quel que soit l'environnement de marché, et d'être beaucoup plus résilient, quel que soit le cycle de marché. Et ça, c'est vraiment très important. Est-ce que les gagnants du pricing power qu'on a vu dans les années passées seront ceux des prochaines années, ou est-ce que là aussi, le monde change et donc le thème du pricing power se déplace également avec ce monde qui change? Je pense que le monde change tout le temps. Oui. Ça, je pense que pour le coup, change très vite en ce moment. Je suis d'accord. On le voit. Il y a des évolutions permanentes. Donc, ça veut dire qu'il faut faire un stock picking très exigeant, d'être extrêmement rigoureux. Et cette rigueur, elle passe par le fait à la fois d'identifier, je dirais, des secteurs qui pourraient avoir intrinsèquement plus de pricing power, mais aussi je dirais, au sein de ces secteurs, d'identifier les valeurs, les sociétés qui sont, d'un point de vue, je dirais, d'analyse financière les plus intéressantes. Mais effectivement, on va trouver aussi des valeurs qui ont du pricing power sur des secteurs, finalement, qui sont un petit peu moins naturellement, je dirais, bénéficiaires. Pas juste le luxe, quoi. Non, mais... En fait, le pricing power, c'est pas faire du haut de gamme. C'est effectivement trouver des sociétés qui sont incontournables. Ouais. Donc, c'est une nuance qui est extrêmement importante. Et c'est vrai que ça nécessite effectivement, encore une fois, d'avoir un processus exigeant, de garder le cap et de profiter de ces marchés pour éventuellement identifier des opportunités. C'est ça qui est important. C'est vraiment garder ce cap, garder ce processus et, je dirais,
effectivement toujours se remettre en question puisque le monde change. On est dans des marchés d'opportunités là, enfin on l'est toujours, enfin c'est votre métier d'investir sur les marchés actions, donc bien sûr, mais c'est déjà un moment d'opportunité là dans ces marchés? Alors aujourd'hui c'est difficile, on a peu de visibilité, mais effectivement quand on regarde d'un point de vue société, on a des sociétés sur lesquelles on peut trouver effectivement des points de renforcement ou des points d'entrée. Ça, je dirais, c'est quelque chose qui effectivement semble tout à fait réaliste. Après, effectivement, d'un point de vue marché, on est dans un marché qui est peu de visibilité, marché de hausse des taux, très macro et qui sera drivé essentiellement par des chiffres autour de l'inflation. Et ça, c'est quelque chose où on espère avoir des bonnes surprises d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup, Julie. Merci pour cet éclairage spécifique sur le marché américain, les enjeux des résultats du troisième trimestre qui vont commencer dans les prochains jours. Julie Jourdan, qui était avec nous en plateau, gérante actions américaines chez Amplegest. Je vous propose à présent de voir ou de revoir Sacha Pouget, qui était avec nous il y a quelques jours à peine pour un focus sur le secteur des biotech françaises notamment, qui est le domaine de spécialité de Sacha, qui vient régulièrement nous voir pour parler de ce secteur spécifique au sein du grand secteur de la santé. Sacha Pouget, qui est directeur associé de Biomed Impact. Vous l'avez souligné, on est sur une année quand même particulière. Alors on observe la baisse est généralisée, elle est globale. Aux États-Unis, par exemple, le S&P Biotech perd environ 30%. En France, c'est un peu plus, malheureusement, la déconvenue est plus importante puisque les biotech françaises perdent environ 50% par rapport à la fin de l'année 2021. Les medtech, qui représentent quand même environ une quarantaine de sociétés cotées en bourse à Paris, elles perdent un peu moins, 32%. Ce qui n'empêche que, comme vous l'avez aussi mentionné, certaines sociétés ont malgré tout, dans ce contexte qui est quand même défavorable, ce contexte boursier défavorable, certaines sociétés ont quand même pu tirer leur épingle du jeu, notamment une société, par exemple, qui s'appelle Visiomed, qui est une medtech et qui a pu se recentrer ses activités. Son cours a été multiplié par presque 5 depuis le début de l'année. Une autre société également, Oncodesign, qui a pris 45% depuis le début de l'année après une scission de ses activités biotech et services. On peut également citer une medtech, Amplitude Surgical, qui a une activité soutenue cette année. Et également deux sociétés qui ont, on va dire, qui ont été particulièrement intéressantes cette année. Donc la biotech DBV, qui, elle, va lancer son étude de phase 3 dans l'allergie à l'arachide. Donc le titre prend 20% depuis le début de l'année. Et puis une autre biotech, cette fois-ci, qui a publié des résultats positifs dans l'AVC et qui a été particulièrement recherchée en début d'année, qui s'appelle Acticor, dont le cours progresse environ de 20%. Donc c'est à la fois des stratégies qui ont été repriorisées par certaines, mais aussi des news flows qui ont été favorables pour d'autres. Ouais. Et il est intéressant aussi de constater, Grégoire, que d'ici la fin de l'année, par exemple, on attend 22 résultats cliniques ou autorisation de mise sur le marché de la part de nos biotech françaises et 47 sur l'année qui vient, dans les 12 prochains mois. Dans les 12 prochains mois. Ça aussi oui, parce que c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est qu'effectivement, c'est une baisse généralisée, mais sur certains aspects spécifiques, sur certains dossiers particuliers, avec une activité fondamentale ou une news fondamentale, les marchés, les investisseurs sont quand même attentifs. Oui, complètement. On jette pas le bébé avec l'eau du bain. Enfin, un peu peut-être, mais il y a quand même sur certains dossiers. Ça a été quand même le cas pour Valneva, malheureusement, qui représentait une grosse partie de la valorisation globale des biotech françaises. Valneva était valorisée environ 2,5 milliards en fin d'année 2021. Maintenant, elle est environ valorisée 600 millions d'euros. Donc on voit déjà que sur les 4 milliards d'euros de perte de valorisation en 2022, par rapport à 2021, déjà, Valneva représente 50% de cette baisse. Ah oui, c'est majeur. Alors, le marché est prêt et à même de sanctionner les sociétés qui, entre guillemets, ont pu décevoir par rapport à leur feuille de route initiale, mais effectivement, il est aussi attentif au développement des autres sociétés qui peuvent parvenir à des annonces positives dans leur domaine et dans leur recherche clinique notamment. Est-ce que cette baisse des prix, des valorisations du secteur biotech et medtech en bourse
ouvre la voie à une fenêtre de tir, d'opérations, de fusion-acquisition, de M&A. Est-ce qu'on est même peut-être déjà dedans d'une certaine manière, Sacha ? Alors effectivement, on a eu des annonces récentes, notamment une prise de participation majoritaire d'un actionnaire dans la société Oncodesign, une biotech. On a eu aussi un rachat, le rachat de la société de diagnostic qui s'appelle TerraDiag par une autre société de diagnostic qui s'appelle Biocinex avec une prime significative quand même de plus 60%. On a pu aussi voir en termes de mouvement sur les fusions-acquisitions, Genfit qui a racheté une société suisse, Versantis, pour environ 40 millions de francs suisses. Alors maintenant, donc c'est un contexte quand même qui est particulier. Lorsqu'on regarde le M&A sur la partie biotech, on voit que c'est une année quand même record en nombre de rachats depuis l'année. On en est à 25, ce qui est un record sur les 15 dernières années. Par contre, on est sur une forte baisse des montants. On est à 35 milliards de dollars contre une moyenne historique de 85 milliards de dollars sur les 15 dernières années, mais avec des primes quand même très significatives. Normalement, on est sur une prime moyenne historique de 60%. Et là, cette année, on est quand même sur des niveaux de plus 85% en moyenne sur les primes pour convaincre les vendeurs, finalement. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est rassurant sur cette partie-là. Et puis, 3 domaines sont particulièrement recherchés par les investisseurs, les industriels, pardon. Donc on a de manière perpétuelle depuis plusieurs années quand même l'oncologie toujours, les maladies rares également, et puis le système nerveux central qui intéresse beaucoup. Et d'ailleurs cette semaine on a eu une annonce, celle de Biogen qui a fait une découverte majeure dans l'Alzheimer. Qui est une grosse biotech américaine, c'est ça, une des plus grosses biotech au monde. Et là il y a une véritable percée scientifique, ça n'a jamais été vu. On a enfin trouvé un médicament qui pouvait faire avancer le traitement de cette maladie très, très difficile à traiter jusqu'alors. Et donc le M&A, enfin les planètes restent alignées pour que les opérations industrielles dans le secteur des biotech et des medtech puissent se poursuivre. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on a beaucoup de partenariats cette année. On en a déjà une quinzaine qui ont été annoncés pour environ 220 millions d'euros. Donc entre biotech, medtech et des grands labos, des grands industriels du secteur. Exactement. Donc si vous voulez, notamment grâce aux médicaments qui ont été vendus dans le Covid par certaines grandes sociétés américaines du type Pfizer évidemment, mais aussi Eli Lilly. Elles sont à la recherche, et grâce au cash qu'elles ont pu générer, elles sont à la recherche de partenariats, et ces partenariats sont très lucratifs. Ils ont rapporté quand même plus de environ 220 millions d'euros cette année, et c'est quand même 30% de tout ce qui a été levé. Elles cherchent manifestement à trouver des relais de croissance, et ça se passe inévitablement par les biomédicaments développés par les sociétés de biotechnologie. À propos, et donc ça permet, ces partenariats, c'est du financement pour ces biotech, justement sur la partie financement. Alors il y a les partenariats qui représentent une partie substantielle. Pour le reste, dans le contexte de marché qu'on connaît, avec le resserrement monétaire, le coût de l'argent qui remonte, et des investisseurs qui se montrent forcément plus sélectifs dans leur choix d'investissement ou d'allocation. Quels sont les besoins de financement des biotech françaises que vous suivez aujourd'hui, Sacha ? Et est-ce que le financement est toujours accessible et ouvert à ces biotech ? Alors tout à fait, même je dirais, ça a été même rarement vu. Après, il y a du sucré et du salé. Le sucré, c'est qu'en fait, on en est à la troisième meilleure année en termes de financement des biotech des 10 dernières années. Donc c'est une année très, très solide. On a levé 720 millions d'euros cette année. Nos projections nous montrent chez Biomed d'Impact qu'on a des anticipations sur le milliard d'euros d'ici la fin de l'année, donc environ 250 millions d'euros d'ici la fin de l'année. Et surtout, on a pu observer, et ça c'est la partie salée un peu de l'histoire, c'est que sur les 40 opérations de l'année, 5 ont capté 50% des montants. Donc il y a des choix forts qui sont faits, c'est ça. Il y a une forte concentration au niveau des investissements. On est prêt à mettre des gros tickets. C'est ça. Mais pas n'importe où, quoi. Pas n'importe où. On ne veut pas arroser ou saupoudrer. On fait ses choix, on choisit ses sociétés, quoi. Exactement. Il y en a. Alors, parmi ces sociétés-là,
la plupart ont levé grâce aux États-Unis aussi, parce qu'elles avaient des développements qui étaient intéressants dans certaines pathologies et indications. Après, ce qu'on a pu observer pour les plus petites sociétés, par contre, c'est qu'elles ont rationalisé, on va dire, leurs coûts et elles ont repriorisé leur pipeline. C'est-à-dire que j'ai entendu certaines sociétés, en discutant avec elles, qu'elles avaient arrêté la recherche préclinique, donc très précoce, très early stage, on appelle ça, pour prioriser finalement leur stade de développement en clinique, en phase 1, phase 2, phase 3. Donc elles s'adaptent. Il n'y a pas eu encore de réorganisation au sens, comme on a pu le constater du reste aux États-Unis, avec des réorganisations de staffing et voire malheureusement des plans de licenciement. Ah ouais, bien sûr. Et il n'y a toujours pas de société qui est vraiment en mal de financement avec un coup près qui pourrait les amener vers la faillite. Mais on dérisque un peu le profil de la société pour peut-être lever plus facilement de l'argent d'une certaine manière. C'est pas facile de lever dans ces conditions puisque finalement leur cours a beaucoup baissé et les actionnaires sont pas forcément très à même de vouloir amener un discount aussi important par rapport au prix réel de ce qu'ils estiment pour les actions en circulation. Donc on voit quand même au niveau des augmentations de capital, il y a une certaine tension. Les biotech privilégient des moyens de financement alternatifs, donc que ce soit par des obligations convertibles, que ce soit aussi par des cessions d'actifs, comme ça a été le cas d'Erytech qui a revendu pour environ 40 millions d'euros son usine aux États-Unis, ou alors Adocia qui a revendu son siège social. Donc voilà, c'est des moyens où elles doivent trouver des moyens adaptatifs. Il faut un peu d'ingéniosité quand même. Un peu d'ingéniosité, mais pas encore pour le moment de drame, à savoir vraiment clé sous la porte ou plan de licenciement. On n'en est pas là. Sacha Pouget, directeur associé de Biomed Impact, spécialiste du secteur des biotech, qui était l'invité de Smart Bourse ces derniers jours sur Bismart. Voilà pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart TV.